Bonjour, aujourd'hui on va faire les bases en C embarqué. Donc on va voir par exemple les boucles, les conditions, les variables, les macros. Et on va aussi voir tout ça au fond avec des logigrammes pour illustrer un petit peu mieux les concepts. Le plan de la présentation, on va commencer par les conditions. Donc on va revenir sur if, else. Ensuite on va s'attaquer aux boucles. On va faire le while, le do while, le for. On va ensuite faire les masques et finalement les constantes et les macros, qui est une sorte de constante. Donc c'est le même principe que les constantes, mais on va voir là, c'est pratique pour rendre nos codes plus lisibles. On se souvient, pour les logigrammes, les conditions sont illustrées par un losange. Pour la réponse négative, c'est une boule pour nous rappeler l'inverseur. Et la réponse positive, c'est la flèche qui n'a pas au fond la petite boule. Donc ici, si on a une condition qui est positive, donc si la condition est vraie, on va aller faire le traitement 1. Sinon, si la condition est fausse, on va simplement passer au traitement numéro 2. Donc, c'est l'équivalent du code qu'on voit ici. Donc, on a un if avec une condition qui est exprimée entre parenthèses pour le bloc d'instruction qui est dessous. Donc, si on a une seule instruction, on n'est pas obligé, on se rappelle, de mettre les accolades, mais si on a plus qu'une ligne d'instruction, il faut mettre les accolades. Donc, si la condition qui est testée est vraie, on va exécuter le traitement 1. Et indépendamment que c'est vrai ou c'est faux, parce qu'ici on voit la flèche, elle revient juste avant le traitement 2, on va exécuter le traitement 2. Dans le cas où on a la condition if et un else, mais là l'algorithme il change un petit peu. Donc on a notre condition qui est exprimée ici. Si la condition est vraie, on va exécuter le traitement 1 et ensuite on va s'en aller au traitement 3. Donc on ne va pas exécuter le traitement 2. Le traitement 2 est exécuté uniquement si la condition elle est fausse. C'est l'équivalent du code qui est à côté, où on a ici if une condition entre parenthèses, on exécute le traitement 1, donc la section qui est ici, si la condition est vraie, sinon, donc else, si la condition est fausse, on va exécuter le traitement 2. Que la condition soit vraie ou fausse, dans les deux cas, on se ramasse à exécuter le traitement 3. C'est ce qui est illustré ici. Donc, si la condition est vraie, je fais traitement 1, pouf, je m'en vais à traitement 3. Si la condition est fausse, je fais traitement 2 et traitement 3, mais pas traitement 1. On a aussi la possibilité de cascader des conditions avec le if. C'est ce qui est illustré ici. Donc, j'aurais par exemple une première condition à tester. Si elle est vraie, je fais mon traitement 1 et ensuite je m'en vais au traitement 3. Sinon, si la condition 1 n'est pas vraie, je continue à la condition 2. Si la condition 2 est vraie, je fais mon traitement 2, mais naturellement, je n'ai pas exécuté le 1 et je m'en vais au 3. Et si jamais la condition 1 et la condition 2 sont fausses, ben, j'exécute seulement que le traitement 3. C'est l'équivalent du code qui est à côté ici. Donc, si la condition 1 est réalisée, je vais faire le traitement 1. À la suite de ça, je vais sortir et je vais m'en aller directement au traitement 3. Si la condition 1 n'est pas vraie, je vais tester le deuxième test, else if, condition 2. Donc ici, c'est un sinon si. Donc on l'exécute que si la deuxième condition, elle est vraie. C'est un petit peu plus de variation. Naturellement, on pourrait aussi mettre un if, else if et rajouter un else si on voulait. On peut cascader plusieurs else if aussi avant d'arriver. Le dernier, c'est tout le temps le else, donc celui qui ramasserait toutes les autres conditions. Donc là, on va faire un petit exemple ensemble. Puis naturellement, j'espère que vous n'allez pas tricher. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour le tester. Je vais vous donner la réponse tout après. Donc maintenant, vous arrêtez la vidéo et vous essayez de deviner ce qui va être affiché. Ensuite, je donne la réponse. Faut arrêter la vidéo là. On arrête la vidéo. Alors, ici, on a une variable entier, donc un int, avec la variable a qu'on démarre à 100. La première condition dit est-ce que a est plus grand que 99? Donc en ce moment, a dans sa mémoire,
on a 100. Est-ce que A est plus grand que 99? Oui, je dirais que oui. Donc, on a le 1 qui va être imprimé. Donc, ici, on a un printf. On ne va pas aller dans le else parce que naturellement, on a validé le premier if. On va sortir, puis le 3 ici, le printf3, ben lui va s'exécuter indépendamment. Donc, à la console, on devrait voir 13 qui sera affiché. Et c'est ce qu'on devait avoir. On a une autre activité. Encore une fois, vous appuyez sur pause, vous essayez de le faire, je vous donne la réponse. Alors, on a A qui est égal à 100 encore une fois. Donc, on va se faire ici une petite case mémoire dans laquelle on vient mettre 100. Ici, on a une autre façon d'écrire. Donc, if A égale 99. Mais là, ici, ça, c'est une erreur. Hein, parce que le égal qui est ici, c'est une affectation, ce n'est pas un test. Pour faire un test, on doit faire égal, égal. Donc, ce que ça vient de faire, ce égal-là, c'est qu'en réalité, il vient de mettre 99 à l'intérieur de notre case. Donc là, on est rendu à 99 dans notre case mémoire. On l'a affecté à A. Ensuite, il vient faire un test. Bien, le résultat ici de l'affectation, c'est A. Donc, il va tester maintenant A. A, ben, c'est 99. Est-ce que 99, c'est égal à 0? Donc, pour être faux, il faudrait être égal à 0. Donc, c'est pas compliqué. Les conditions, ici, c'est booléen. On a le choix entre vrai ou faux. Pour être faux, c'est 0. Puis le reste, donc tout sauf 0, ça va venir ici dans la section vrai. Donc 99, c'est différent de 0. Donc tout ce qui est différent de 0 tombe ici. 99, c'est différent de 0. On tombe vrai. On va aller écrire le 1. Donc dans la console, on va avoir 1 qui va s'écrire. Naturellement, on a validé la première condition. On ne va pas faire le else. On va s'en aller directement au 3 qui est ici. Donc, on va imprimer encore une fois 13 à l'écran. Il faut faire attention, ça c'est une erreur commune que vous faites dans vos codes. Encore une activité. Donc, je vous laisse quelques secondes pour l'essayer vous-même. Vous appuyez sur pause. Ensuite, je donne la réponse. Alors, on a A dans lequel on a placé encore 100. On teste. Est-ce que A est plus grand que 100? Non. Hein, A n'est pas plus grand que 100, il est égal à 100, donc on s'en vient tester ici. Sinon, si A est plus petit que 100, ben A n'est pas plus petit que 100 non plus, donc on rentre ni dans A, ni dans la première condition ici, ni dans la deuxième. Tout ce qu'on va avoir à l'écran, c'est 3. On a une autre situation ici. Je vous laisse quelques secondes. Alors, on a A dans lequel on vient placer 100. Est-ce que A est plus grand que 99? Ah oui, ça c'est vrai. A est plus grand que 99, donc on va rentrer ici, dans le if. On va écrire 1 sur la console. Ici, on va illustrer notre console. Ensuite, on arrive else, print f2. Ben, lui, on ne va pas le faire hein, parce que c'est le sinon. Donc, on est déjà rentré dans la première condition. Sauf que là, il faut faire attention. Ici, lui, même s'il est indenté, pour venir en dessous du else, il ne fait pas partie du else parce que le else, il n'y a pas d'accolade. Donc, la seule ligne qui est associée au else, c'est le premier ici. Donc, on va avoir le 3 qui va être affiché. Et finalement, le 4 qui appartient à personne non plus. Donc, la solution, c'est 1, 3, 4. Ici, on a une autre activité. Je vous laisse encore un peu de temps. Appuyez sur pause. Essayez-le vous-même. Alors, dans A, on place 100. Et ici, on a un opérateur sur A qui dit moins, moins,
sur A. Donc, quand on met moins, moins et la variable, ce que ça va faire, c'est ça va, avant même d'utiliser le contenu de la variable, ça va dans ce cas-ci, le désincrémenter. Donc, déjà ici, et ça va modifier mon A, soit dit en passant. Donc, ici, je suis déjà rendu à 99 parce que je vais faire cette opération-là de façon prioritaire. Si j'avais eu A moins moins, donc en post-incrément ou décrément, mais là, j'aurais fait le test sur A et ensuite, quand j'aurais fini les opérations, j'aurais fait le décrément ou l'incrément. Donc, j'aurais terminé mes opérations avant de modifier mon A. Donc, dans ce cas-ci, A est modifié instantanément sur place. 99, est-ce que c'est plus grand que 99? Non. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Else s'applique automatique. Donc, là, j'ai utilisé cette section-là. On va dire que la console, c'est en bas maintenant. Donc, je vais écrire le 2. Le 3, bien sûr, le 3 appartient à personne. Donc, 2, 3 et 4 vont s'afficher maintenant à l'écran. Une autre activité, je vous laisse le temps de l'essayer et je vous donne la réponse. Maintenant, ici, ce qu'on a, c'est une situation particulière. Donc, on a char A. Donc, char, sur la plupart des plateformes, naturellement, ça va être 8 bits. Alors, 8 bits, c'est 2 à la 8 et ça veut dire, oups, on va vite, ça veut dire qu'on va pouvoir varier de 0 jusqu'à 255. Mais qu'est-ce qui arrive quand j'arrive à 256 ou plus? Ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre le 300 puis on peut le soustraire pour de 256 pour savoir où il est rendu. Naturellement, dépendamment de la représentation de notre 300, on pourrait aussi y aller de façon binaire. Puis c'est ce que je vais faire justement pour l'illustrer plus simplement. Donc si on veut illustrer 300, on aurait d'abord le bit 256 qui serait à 1, ce qui va faire en sorte qu'on va, on va se faire un petit tableau de calcul ici. Donc 300 moins notre 256, il nous reste 44. Le prochain bit ensuite, donc là ici on est dans notre section des 8 bits en passant là. Ici c'était un bit plus grand, hein, on aurait pu y aller plus haut, mais on était directement au bit 8 pour la valeur de 256. Ici c'est 128. Est-ce que 128 ça rentre dans 44? Non. 64, est-ce que ça rentre? Non plus. 32, est-ce que ça rentre? Oui. Puis là, je vais aller soustraire 32. Il va me rester 12 ici. Est-ce que 16, ça rentre dans 12? Non. Est-ce que 8, ça rentre dans 12? Oui. Je mets un 1, je soustrais mon 8. Il me reste 4. Est-ce que 4, ça rentre dans 4? Oui. Il va me rester rien à partir de là. Donc, le reste, c'est des zéros. Ça, c'est ma représentation binaire pour 300. Bon, lui, il va garder seulement que ces 8 bits-là, hein, parce que tout ce qui est en haut va être ignoré. Donc, pour lui, en réalité, ce qu'il voit en ce moment, c'est 44. On l'avait fait directement ici, notre calcul, là, mais c'était pour vous expliquer pourquoi lui, on peut arriver puis soustraire. Sinon, on peut regarder la représentation en bits, puis garder seulement les bits qui correspondent à notre variable. Donc, dans ce cas-ci, il voit 44, comme on disait. Donc là, on va faire tout le reste de notre cheminement à partir de là. Donc, quand on a fait A égale 300, dans A, étant donné qu'il est juste capable de garder 8 bits, il a gardé 44. Est-ce que 44, c'est plus grand que 100? Non. Est-ce que 44, c'est plus petit que 100? Oui. Donc là, on va afficher 2 à l'écran. Et finalement, le 3 qui doit s'afficher parce que peu importe, là, on va afficher.
exactement ce qu'on disait ici. On est maintenant rendu au book. Donc ici, on a une condition encore. Donc c'est la même illustration. On a encore un losange avec un faux puis un vrai. Mais regardez la différence, c'est qu'ici, à la sortie du traitement, on retourne vers le haut. Hein. C'est ce qui génère l'effet de boucle. Donc le while est illustré ici. Donc on a une condition. On fait le traitement et on revient évaluer la condition. Tant que la condition elle est vraie, on continue de faire le traitement 1. Une fois que c'est terminé, on sort et on fait le traitement 2. C'est pour ça, au fond, que dans notre programme principal, quand on fait while 1, ben, ça devient une espèce de boucle infinie parce que cette condition-là, elle est égale à 1, elle est différente de 0, elle va tout le temps être vraie, il n'y a rien qui peut changer ça. Donc, ça va faire une boucle infinie. Éventuellement, la condition, ben, à moins qu'on veuille générer une condition infinie, une boucle infinie, la condition, normalement, elle devrait devenir fausse, soit par des signaux externes ou soit par le traitement. Donc, souvent, on décrémente quelque chose qui va finir par faire en sorte qu'on sort ou quelque chose du genre. Donc, ça, c'est la structure du while. Le do while, la différence, c'est qu'on met le traitement avant de tester la condition. Donc, indépendamment de la condition puis de sa réponse, on va au moins exécuter une fois le traitement. Donc, la façon de l'illustrer, c'est ceci. Donc, on s'en vient, on fait le traitement, on vient faire la condition. Si la condition est vraie, on retourne faire le traitement avant de réévaluer la condition. Sinon, si la condition elle est fausse, même si elle était fausse au départ, ben, on s'en va au traitement 2. Donc, on va tout le temps au moins exécuter le traitement 1 une fois. La façon de l'écrire, si vous ne l'aviez jamais fait, on commence par un do, on donne nos accolades, on met un while, suivi d'un point-virgule. Ça, c'est la façon d'illustrer notre do while. Le do, ici, au fond, il n'empêche pas d'exécuter le traitement 1 la première fois. While, avec la condition, ben, va nous renvoyer au do si la condition, elle est vraie. Il va régénérer, il va refaire l'exécution de traitement 1. Et à partir du moment que ça va être faux la condition, on va passer au traitement 2. On revient aux activités. Donc, encore une fois, essayez-le par vous-même, faites pause et quand vous êtes prêt, continuez la vidéo. On a la première ligne. On fait A est égal à 3, ce qui va mettre 3 en mémoire. On dit tant que A est plus grand que 0, on va exécuter printf. Donc là, on va se faire une ligne. On rentre, première fois, est-ce que A est plus grand que 0? Oui. Donc là, on va écrire 1. On revient, est-ce que A est plus grand que 0? Oui. On va écrire 1. On revient, est-ce que A est plus grand que 0? Oui. On va écrire 1. Bon là, on se rend compte qu'on va tout le temps écrire 1. Hein. Il n'y a aucune façon dans ce code ici qui vient affecter A. Donc A va jamais diminuer, il va toujours être plus grand que 0. Donc on va écrire des 1 comme ça là, à l'infini. On vient de créer une boucle infinie dans ce code-ci. Deuxième activité. Je vous laisse quelques secondes, faites pause. On a A dans lequel on vient mettre 3. Est-ce que A est plus grand que 0? Oui. Alors on va écrire 1 sur la console. Mais là, on vient décrémenter notre A. Bon, soit dit en passant, ici, j'aurais pu écrire -A, A-, c'est la même chose. J'aurais aussi pu écrire A est égal à A-1. Ou j'aurais pu écrire A- égale 1. C'est toutes des choses qui sont équivalentes. Ce qui va faire que, bon, venons-en au résultat, on va descendre à 2. A est maintenant égal à 2, donc il y a 2 dans sa case mémoire. On revient. Est-ce que A est plus grand que 0? Absolument. On affiche le 1. On vient modifier A. Donc là, on tombe à 1. On revient faire le test. Est-ce que A est plus grand que 0? Absolument. On vient donc écrire encore une fois A. On modifie A. A tombe à 0.
On revient. Est-ce que A est plus grand que 0? Non. On s'en vient et on écrit 2. Donc, on voit la solution maintenant, c'est 1, 1, 1, 2. Une autre activité, je vous laisse encore le temps de l'essayer. Faites pause et je vous donne la réponse. On a A dans lequel on vient mettre 3. Donc, ça rentre bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, on vient faire un test, puis regardez ici. Ah, là, on fait une modification sur le A. Mais le moins étant après, on va d'abord faire le test à l'intérieur ici et ensuite on va modifier notre A. Donc, est-ce que A est plus grand que 0? Oui. On change le A et on continue à l'intérieur du code. Printf, on écrit 1. On revient. Est-ce que A est plus grand que 0? Ben, il vaut 2. Oui. On décrémente, on a fini notre test. On va 1. On écrit notre 1 à l'écran. On continue, on revient. Est-ce que A est plus grand que 0? Oui. On modifie notre A. On met à 0. On fait notre écriture à l'écran. Et finalement, on revient ici. Est-ce que A est plus grand que 0? Non. Donc ici, on ne rentrera pas dans la condition. Mais on va quand même modifier A. Oups. Puis là, ben là, c'est quand même intéressant parce que il va décrémenter. Il va tomber dans les négatifs, fait qu'il va tomber à -1. Bon, ici, j'ai un entier qui est signé, donc je peux avoir des négatifs. Tombe à -1. Donc, si je vous avais demandé la valeur de A à la fin de ce programme-là, il aurait fallu me dire -1. Il n'est pas arrêté à 0 dans ce cas-ci. Donc, on arrive ici. C'était faux. On imprime notre 2. Donc, le résultat est le même que tantôt. Là où ça change un petit peu, c'est qu'on a modifié le A dans la condition. Donc, ça nous a enlevé une ligne de code. Mais aussi, si on avait utilisé le A à l'intérieur des accolades, il aurait fallu comprendre là, que le A était modifié directement au test. Hein. Fait que si on imprimait A tantôt ici, on aurait eu un affichage un peu différent. Nouvelle activité, je vous laisse quelques secondes. Faites pause et ensuite je donne la réponse. On a A dans lequel on vient mettre la valeur 3. Mais ici, regardez, c'est un pré-désincrément. Donc, on fait moins A. Donc, on va modifier la variable avant de faire le test. Donc, dans ce cas-ci, -A va tout de suite descendre notre A à 2. On dit, est-ce que A est plus grand que 0? Oui. Excellent. On va aller écrire notre 1 sur la console. On revient, désincrément, tout de suite. Est-ce que 1 est plus grand que 0? Oui. On va aller écrire notre 1. On revient, on désincrémente avant de tester. Est-ce que 0 est plus grand que 0? Non. On va rien faire et on va sortir puis écrire notre 2. Donc tantôt, là, on avait 1, 1, 1, 2 hein, pour à peu près la même écriture. Mais le fait de le mettre en avant, le A, donc il va s'exécuter avant sur la variable, avant de faire le test, bien ici, regardez, on a perdu un des 1 dans l'affichage. Une nouvelle activité, je vous laisse le temps de l'essayer, faites pause et je vous donne la réponse. Alors, on a A dans lequel on vient mettre la valeur 3. Ici, on a une boucle avec un pré-désincrément et pas vraiment de test. Écrire ça comme ça, c'est comme l'équivalent de dire -A, est-ce que c'est différent de 0? Donc, c'est comme si on avait omis d'écrire cette partie-là. Je vous rappelle que le moins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier A avant de faire le test. Donc, on va réduire A tout de suite. On tombe à 2. Maintenant, ça dit, est-ce que 2, c'est différent de 0? Oui, j'imprime un 1. Je reviens, je modifie A. Est-ce que 1 c'est différent de 0? Oui, j'affiche mon 1. Je reviens, je modifie mon A, je tombe à 0. Est-ce que 0 c'est différent de 0? Non. Donc on se souvient là, quand une variable, quand le test ici c'est numérique, puis qu'on teste quelque chose qui vaut 0, c'est comme dire que c'est faux. Et c'est la même chose.
Donc ici c'est faux, on passe maintenant au 2. Donc c'est le même résultat qu'on avait précédemment, mais avec une condition un peu différente. Puis faites attention parce que là, ici on dit différent de 0, on ne dit pas seulement que plus grand que 0. Okay? Donc ici on a un entier signé, ce n'est pas totalement, parfaitement, exactement la même condition que précédemment, même si le résultat est le même. Maintenant, on a changé encore un peu la condition. Je vous laisse l'essayer et je vous donne la solution. Je prends A, je lui mets 3 à l'intérieur. Donc j'ai A moins, donc ici c'est une modification après avoir fait la test. Puis la condition ici c'est un plus grand ou égal. Donc est-ce que A est plus grand ou égal à 0? Oui, j'imprime mon 1. Je modifie mon A après avoir fait mon test. Excusez. Je réduis à 2 et ensuite j'imprime mon 1. Voilà. Je reviens. Est-ce que A est plus grand ou égal à 0? Absolument. Donc c'est vrai, mais je vais quand même réduire ici mon A tout de suite avant d'imprimer mon 1. Voilà qui est fait. Je reviens. Est-ce que A est plus grand ou égal à 0? Absolument, il est encore égal à 1. Je le réduis. Je vais imprimer mon 1. Je reviens. Est-ce que A est plus grand ou égal à 0? Ben oui, il est égal à 0. Donc ici, encore mon A, je vais tomber à moins 1. Et je m'en vais imprimer mon 1. Je reviens. Est-ce que A est plus grand ou égal à 0? Non, il n'est pas plus grand ou égal à 0. Je vais donc m'en aller de là et imprimer mon 2. Naturellement, ça ne m'empêche pas, en soit dit en passant, de modifier mon A. Donc, excusez. On va aussi tomber à moins 2. Petite activité, je vous laisse l'essayer, je vous donne le résultat. On a A dans lequel on vient mettre 3. On dit tant que A++, donc ici on incrémente, est plus grand que 3, on va faire le test. Donc, premièrement, est-ce que A++ est plus grand que 3? Ben, A est égal à 3. 3, est-ce qu'il est plus grand que 3? Non. Donc, on va incrémenter notre A quand même. Il va tomber à 4. Mais le test a été fait avant d'incrémenter. Donc, on est tombé à faux. On va juste imprimer 2. Mais A a quand même été modifié. Un peu comme précédemment, là, où le dernier test, on l'a fait, mais on a quand même modifié le A. Ici, un autre exemple. Je vous laisse l'essayer et ensuite je vous donne la réponse. On commence A dans laquelle je viens mettre 3. Ensuite, j'ai ici moins devant A. Donc on va pré-désincrémenter avant de faire quoi que ce soit. Donc on réduit A qui tombe à 2. Donc on a A qui tombe à 2. Mais le petit piège qu'on a ici, c'est le point-virgule qui est à la fin. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait mis des accolades ici et rien à l'intérieur. Donc, c'est une fausse illusion ici, là, de la façon dont c'est présenté. Ces accolades-là, avec ce printf-là, ne sont pas membres du while à cause du point-virgule. Donc, il n'y a rien, en fait, à exécuter par ce while-là. Donc, en ce moment, on ne fait rien, parce qu'il n'y a rien à faire. On revient, on teste notre A qu'on va désincrémenter au départ. On tombe à 1. On fait le test. Est-ce que A est différent de 0? Oui. On ne fait rien parce qu'il n'y a rien. Ici, dans notre accolade, il n'y a rien, il n'y a pas d'accolade en fait. On désincrémente, on tombe à 0 en faisant le désincrément ici. On teste 0, faux. On va enfin sortir de là par le 1 et le 2. D'accord? Donc, faites bien attention. Ça, c'est le genre de petite erreur que vous faites des fois.
ou des erreurs que vous ne voyez pas. On fait maintenant un exemple avec le do while. Je vous laisse l'essayer et on revient après. A, dans lequel on met 3. Si ça dit do, printf, c'est 1 là. Donc, on ne se pose pas la question. On est en train d'écrire à la console. Maintenant, on vient faire qu'est-ce qu'il y a dans le while. Tant que -a, donc OK, on décrémente a avant de faire quoi que ce soit, on tombe à 2. Puis ben, ici, il n'y a pas de test, donc le test est numérique. 2, c'est différent de 0, c'est vrai. On revient. On imprime le 1. On manque le A. Est-ce que A est différent de 0? Ben oui. On revient. Décrémente le A. La réponse est fausse. On sort. On écrit 2. Donc on a 3, 1 et un 2. Donc c'est une autre façon de faire. Naturellement, c'est souvent quand on veut absolument faire au moins une fois l'opération qui est écrite ici. Une nouvelle activité, je vous laisse l'essayer, je vous donne la réponse. Alors, dans A, on vient de mettre 0. Ici, on a un test, donc avec un incrément qui se fait. Okay. Donc, A, est-ce qu'il est différent de 0? Non, en fait, le A, il vaut déjà 0, donc la réponse, c'est faux. On ne va pas rentrer ici. On va quand même modifier à la sortie du test le A, donc à la sortie, il va quand même tomber -1 ici. On ne rentre pas, c'était faux, et on s'en vient ici. On imprime 2. Donc la seule chose qui va être imprimée, c'est 2 sur notre console. Nouvelle activité, je vous laisse le temps de l'essayer. Je donne la réponse. Dans A, on vient mettre 0. Ici, on a un do while, donc un peu différent de tantôt, on fait le do. Donc, indépendamment de tout ce qui se passera plus tard, on imprime un premier 1. Maintenant, on s'en vient faire notre test. Est-ce que A, est différent de 0? Ben, 0, c'est faux. On va quand même modifier A, hein, puis sortir de là en étant -1, parce que c'est un entier signé. Donc, on sort de là, on ne revient pas faire un deuxième test et on imprime notre 2. Autre petite activité, je vous laisse l'essayer et je vous donne la réponse ensuite. On a A dans lequel on vient mettre 0. On fait un premier do while, donc j'imprime mon premier 1 à l'écran. Ensuite, on a un test où il va pré-décrémenter notre A. Donc on va tomber à -1 parce que les chars, c'est des signés 8 bits. Donc ils vont être capables de varier de -128 jusqu'à 127. Nous, on est à 0, on peut s'en aller vers les négatifs, aucun problème. Je viens faire mon test, donc maintenant A vaut -1 hein, parce qu'il a décrémenté avant de faire le test. Est-ce que A est différent de 0? Absolument. Il a décrémenté, on va revenir, il va réimprimer son prochain 1. Il va décrémenter, donc là on va tomber à -2. Et là, ben, naturellement, on ne le fera pas 256 fois, mais lui, c'est ça qu'il va faire. Il va le faire, ça, 256 fois. Il va nous imprimer notre 1. À la fin, il va tomber à 0. Et après, on va avoir notre 2. Donc, ça, il va nous en imprimer beaucoup des 1. Ici, on a créé un code là, qui va faire une boucle complète de toutes les valeurs de A, de cette façon-là. On va écrire 256.1 et ensuite le 2. La boucle for. Donc là, ici, on a une nouvelle forme qui est apparue. C'est la forme pour représenter le concept d'initialisation. Dans certains cas, on peut faire de l'initialisation pour un while, mais le for, au fond, lui, est systématiquement illustré. Donc, l'initialisation se fait ici juste avant la condition. On arrive, on fait notre test. Si c'est vrai, on fait un traitement. Habituellement, il y a un genre d'incrément ou de section de modification. Ça peut être décrémenté, ça peut être d'autres choses aussi. Mais bon, habituellement, il y a une espèce d'action qui va nous permettre là, de sortir éventuellement de notre condition. Les for sont habituellement utilisés pour parcourir un certain nombre d'éléments à l'intérieur d'un tableau
ou exécuter un certain nombre de choses dans un nombre d'étapes définies. On sait déjà combien de fois on veut exécuter le traitement habituellement. On a la section de l'initialisation, de la condition, le traitement, l'incrément, et finalement, à la sortie de ça, éventuellement, nous, quand ça va être fait, on va passer au traitement 2. C'est l'équivalent du code qui est ici. Donc, le for, pour la section initialisation, habituellement, on a pour habitude, naturellement, ici, de déclarer une variable ou d'initialiser une variable. Ensuite, on a la section où on fait notre condition et finalement la section où on fait les modifications. J'ai marqué incrément parce que c'est souvent ce qu'on fait, mais ça pourrait être, comme je disais, de décrémenter la variable aussi. On va modifier pour faire en sorte qu'éventuellement notre condition devienne fausse, parce que c'est les deux seuls. L'initialisation, on ne retournera plus jamais dedans. On fait notre traitement, puis notre traitement 2. Ici, je vous mets encore une activité. Je vous laisse essayer l'ensemble des 5. Je vais les faire tout d'un coup. On va toutes les corriger ensemble. Donc, faites pause, essayez les 5, écrivez ce qui va être affiché dans la console pour les 5. Et ensuite de ça, je vous donne les réponses. On a un entier i auquel on affecte la valeur 0. Et notre i dans lequel on a mis 0. Le test, est-ce que i est plus petit que 3? Oui, il vaut 0. On imprime. Donc ici, c'est un printf qui nous affiche la valeur de la variable i de façon décimale. Donc ici, tous les types d'affichage vont être les mêmes. On a 0 qui va être affiché à l'écran. I est incrémenté à la fin de l'opération. Dans ce cas-ci, on a fait notre traitement à l'intérieur du for. On sort, on incrémente i tombe à 1. Est-ce que i est plus petit que 3? Oui, on l'affiche. 1. On revient, on l'incrémente, on tombe à 2. Fait le test. Est-ce que i est plus petit que 3? Oui, on imprime. 2. On l'incrémente. On fait le test. Est-ce que i est plus petit que 3? Non, il est égal à 3. On arrête cela. Donc la première écriture qu'on va avoir, c'est 0, 1, 2. On continue. Dans le deuxième cas, i, je lui affecte encore 0 au départ. Dans mon i, je mets 0. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Donc ici, regardez bien, j'ai parti à 0, j'avais 3, et ma condition, c'était plus petit. Ici, c'est plus petit ou égal. On va voir un comportement semblable, mais un peu différent quand même. Donc, on continue, on fait l'analyse. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Absolument, on l'imprime, 0. Revient, ici on fait notre incrément, on est rendu à 1. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Oui. On l'imprime, on augmente, on tombe à 2. Revient, i plus petit ou égal à 3? Oui, il vaut 2. Excellent. On l'affiche, on incrémente, on fait notre test. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Oui, 3. Ça correspond. Donc ici, on exécute. On va augmenter notre i, tombe à 4. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Non. Là, la condition devient fausse. Donc ici, on arrête. Donc c'est le nombre de... C'est maintenant ça qu'on va avoir d'affiché dans notre console. C'est ce qui était prévu. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est si je commence à 0 et que je mets ici le nombre d'exécutions que je veux. Regardez ici, j'avais 3 et j'ai exécuté le traitement 3 fois. Si je commence à 0 et que je mets plus petit ou égal à 3, en fait, là, je l'ai exécuté 4 fois. Et donc ça, c'est une autre des erreurs que vous faites dans certains cas. Vous commencez à 0, ce qui est souvent le cas qu'on va faire parce que on sert souvent des fois, comme on disait, pour parcourir un tableau. Donc les indices commencent à 0. Donc c'est souvent la façon dont on va faire. Puis vous oubliez, des fois, vous commencez, je ne sais pas, à 1 dans certains cas, à 0 dans d'autres, puis là, vous vous mélangez là, avec les plus petits égales. Ça peut vous jouer des petits tours. On a un nouveau cas ici. Donc, i commence à 0. Est-ce que i est plus petit ou égal à 10? Oui. Donc, je m'en viens ici faire l'affichage. Ah, ici, j'ai une affectation là, qui va modifier mon i, mais après avoir fait l'opération. Donc, je l'affiche 0.
je le modifie, on tombe à 1. J'arrive dans le traitement ici. Ah, puis là, il m'incrémente encore. OK, ben là, je tombe à 2. Test. J'ai fini toutes mes étapes. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 10? Oui. Je m'en viens faire le traitement. Encore une fois, on se rappelle, c'était un post-incrément, donc on va l'afficher tel quel. 2. On l'incrémente. Tombe à 3. Vient faire le traitement de sortie. Tombe à 4. On revient faire notre test. Est-ce que i est plus petit ou égal à 10? Oui. Donc ici, on va se commencer avec 4. On incrémente à 5. On incrémente à 6. On fait notre test. C'est encore vrai. On l'affiche. On incrémente dans le printf. On incrémente dans le for. Est-ce que ça, c'est encore plus petit ou égal à 10? Absolument. On le fait. On incrémente, on tombe à 9, on incrémente dans le for, on tombe à 10. Est-ce que 10 est plus petit ou égal à 10? Oui. On augmente. Le i va être augmenté, tomber à 11. Il va ensuite être augmenté par le for, tomber à 12. On revient faire notre test. Est-ce que 12 est plus petit ou égal à 10? Non. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir d'affiché à l'écran. Ici, c'est un petit peu un par-dessus l'autre. On continue avec le prochain. Encore i dans lequel je mets un 0. Je m'en viens ici, je fais mon test. Est-ce que i est plus petit que 10? Oui. J'affiche mon i, donc le printf ici, c'est juste afficher. J'affiche. Ici, je fais i est égal à i plus 2. Donc, on voit ici, on peut rentrer vraiment là, une ligne de code complète sans problème. On pourra même mettre appeler une fonction là, si on voulait vraiment rendre les choses complètement absurdes. Mais on peut faire plein de choses, plein de bonnes, plein de mauvaises. Ça, c'est une autre façon de l'écrire. Donc, souvent, on va écrire ça. On aurait pu aussi écrire i plus égale 2. Par exemple, si on veut juste parcourir les indices les indices pairs, par exemple, à l'intérieur du tableau. Des choses comme ça. Alors, je continue. I va se faire modifier, tombe directement à 2. Est-ce que i est plus petit que 10? Oui. On imprime i. C'est incrémenté de 2 à 4. Test, toujours plus petit que 10. On l'affiche. Augmente à 6. On le teste. Toujours plus petit que 10. Oups. On l'affiche. On l'incrémente. On le teste. I plus petit que 10. Oui. On l'affiche. On l'incrémente. On le teste. Est-ce que 10 est plus petit que 10? Non. On arrête ça là. Donc, l'affichage, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Et dans notre dernier cas, on a oublié de mettre la condition de modification, mais heureusement pour nous, on en avait mis une à l'intérieur du traitement. Même chose, on commence avec i est égal à 0. Oups, donc on va mettre 0 dans une case. Est-ce que i est plus petit que 4? Oui, je l'affiche. Et je le post-incrément. À même le code, tombe à 1. Fais le test. Est-ce que i est plus petit que 4? Oui, je l'affiche. Je le modifie. Je le teste. Encore plus petit que 4. Je l'affiche. Je le modifie. Je le teste. Toujours plus petit que 4. Oups. Je l'affiche. Je le modifie. Et là, je le teste. Et non, je ne suis pas plus petit que 4. J'arrête cela. Donc, un peu comme on revenait tantôt, là, si j'avais écrit le i++ ici, ça aurait fait le même comportement. Je commence à 0, à 4, avec des incréments seulement de 1. J'exécute 4 fois. Les masques. Bon, les masques nous permettent de changer l'état d'un bit ou plusieurs bits sans affecter les autres bits d'un même registre ou d'une variable. Donc, ils vont permettre aussi de faire des tests d'état sur un ou plusieurs bits. Et on va utiliser les opérateurs qui sont illustrés ici. Alors, l'opérateur et, l'opérateur ou, le ou exclusif, le complément 1, et on va utiliser aussi les décalages. Donc,
On a déjà vu là, les décalages, le OU, le ET et le complément 1. On les a utilisés dans les démonstrations qu'on a fait. Le OU exclusif, lui, il est intéressant parce que il permet au fond de changer l'état d'un bit. Donc, au lieu de le tester et de dire s'il est à 1, je le mets à 0, s'il est à 0, je le mets à 1, on peut simplement faire un OU exclusif. Par exemple, faire clignoter un LED. C'est quelque chose qu'on va utiliser. Le OU exclusif, c'est aussi une opération qu'on utilise là, pour le chiffrement. Ceux qui sont intéressés de voir ça plus tard. Les masques. Donc, pour forcer un bit à 1 sans modifier les autres bits, on va utiliser le OU. On l'a déjà fait d'ailleurs dans les démonstrations. Donc, ici, G par A. Donc, les X, c'est la façon de dire peu importe l'état des bits actuels dans le par A. Si j'applique le masque 0x8, qui est l'équivalent de mettre le bit 3 à 1 ici, donc si je fais un OU entre par A et cette valeur-là, la valeur, ça va me donner, c'est peu importe la valeur, donc les X sont restés, donc les 0 ici avec le OU n'ont aucun effet. Le seul, c'est le bit 3. Donc peu importe l'état de bit 3, si je fais un OU binaire avec un 1, je vais ramasser avec un 1 dans le résultat. On a l'équivalent en code ici en bas. Donc, par A est égal à par A ou au binaire avec 0x8. On peut aussi simplifier l'écriture en utilisant par A ou égal 0x8, donc qui est l'équivalent de ce qu'on a écrit en haut, ou encore utiliser la notation que j'avais utilisée dans les démonstrations, où on indique par A ou égal 1 décalé de 3. Donc, naturellement, on aime bien celle-là ici, cette notation-là, parce que directement, on dit Ah, il met le bit 3 de par A à 1. On peut le lire directement. Ici, là, il faut revenir, prendre la valeur hexadécimale, trouver la position qui est équivalente à la valeur hexadécimale qu'on voit là. Et ensuite, là, on peut dire Ah, c'est bit 3 qui est en train de mettre à 1. Donc, peut-être plus d'ouvrage à ce niveau-là pour la lecture et la compréhension du code. Ici, c'est plus simple. Et en passant, ça ne fait aucune différence au niveau du compilateur, même si c'est une opération ici. Donc lui, naturellement, ça, il est capable d'obtenir le résultat. Il n'y a pas de variable dans ces deux éléments-là. Donc c'est calculé directement à la compilation. Donc il va remplacer le 1 décalé de 3 par la valeur 8. C'est comme si j'avais écrit en texte 0x8. C'est juste que c'est plus facile à lire pour les autres programmeurs et moi-même. Pour mettre un bit à 0, on utilise l'opérateur et. Donc, ici, j'ai encore mon port A, puis dans ce cas-ci, je veux viser encore le bit 3 puis le mettre à 0. Encore là, aucune importance de l'état précédent dans le port A. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, j'obtienne le port A et absolument sûr et certain le bit 3 à 0. La seule façon de faire ça, c'est de faire un masque et binaire avec 0xF7 qui correspond à mettre des 1 partout et un 0 exactement à l'endroit où je veux avoir mon bit qui tombe à 0. Donc si on fait 1 et x, peu importe la valeur de x, je tombe à x. Donc si par exemple mon bit ici valait 1, 1 et 1 ça tombe 1, donc on n'a pas changé. Si j'étais à 0, 0 et 1 ça donne 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que peu importe la valeur à bit 7, on tombe à bit 7. Même chose pour les autres bits. Là où il y a un impact différent, c'est naturellement le 0 que j'ai positionné ici. Donc, peu importe la valeur que j'avais à bit 3, si je fais un et avec 0, je me ramasse avec 0 ici. Donc, je me ramasse avec mon port A qui a exactement la même valeur qu'avant, sauf pour bit 3 qui est tombé 0. En code, on a plusieurs solutions. Donc, la première, port A est égal à port A et le masque en hexadécimal. On peut aussi le rentrer de façon compressée ici avec le et égal. Et on peut aussi l'écrire en binaire. Des fois, c'est peut-être plus facile d'écrire en binaire. Quoique là, on peut faire des erreurs, encore une fois. Combien de 1 j'ai mis là? Oups, des fois, on pense qu'on en a mis 3, puis finalement, on en a mis 2. Sur le zoom, des fois, là, ça peut. Sur l'écran, des fois, dépendamment de la résolution, là, ça peut nous jouer des tours. Moi, j'aime bien la dernière notation, donc qui correspond à utiliser le complément 1. Donc, je tasse un 1 à la position du bit 3.
Et ensuite, je fais un complément 1. Complément 1, c'est que tous les bits sont inversés. Donc les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Ça me donne exactement l'équivalent de ça ici. Donc, puis ensuite, je fais mon et égal avec ça. Ça ici, c'est la façon de faire un masque pour mettre le bit 3 à 0 sur le port A. Le XOR, sa différence, c'est que lui, il va inverser l'état du bit qui est visé. Donc, c'est comme un OU, mais cette fois-ci, il inverse l'état. On va voir pourquoi. Donc, peu importe l'état des bits, si je fais un XOR avec 0x8, donc ici j'ai 0x8 là, qui est encore, on veut inverser l'état du bit 3, j'ai le bit 3 qui est à 1 dans mon masque. J'arrive puis je regarde le résultat sur A. Bon, on va regarder la table du OU exclusif pour se souvenir un petit peu de quoi il est question. Donc j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc 0, 0 dans le OU exclusif, ça donne 0, 0, 1, ça donne 1, 1, 0, ça donne 1. La solution différente par rapport au OU, c'est pour ça que c'est le OU exclusif, c'est qu'il faut que ça soit un des deux qui est à 0, mais si les deux sont à 1, je tombais à 0. Et donc, c'est une situation particulière, différente du OU. Si j'ai 0, ben, je vais m'avancer avec 0. Si j'avais 1 et que je fais un OU exclusif avec 0, je me ramasse avec 1. Donc, on voit l'état ne va pas changer, peu importe l'état. Ici, on voit l'état ne va pas changer, peu importe l'état du bit qu'on avait précédemment. Seulement, il faut faire un OU exclusif avec un 0. Si on regarde maintenant quand on a notre 1, donc si j'ai 0, OU exclusif 1, c'est 1. Donc, dans notre table de vérité, c'est la situation qui est ici. Hein. Si j'ai un 1 ou 1, ah ben là, je me ramasse à 0. Fait qu'on voit là, l'état est inversé, peu importe l'état du bit. Donc ça, c'est vraiment sympathique, là, comme on disait, là, pour faire pivoter un état, comme par exemple un LED. En code, on va écrire port A est égal à port A ou exclusif 0x8. Donc c'est une façon de le faire. On peut aussi utiliser la version simplifiée de l'écriture avec le ou exclusif égal. Puis là, on peut l'écrire en binaire. On peut l'écrire en hexadécimal ou en décimal. Et finalement, la version que j'aime, naturellement. Donc, on a notre port A ou exclusif égal 1 décalé de 3. Donc, ici, tout de suite, je vois qu'il est en train de faire toggler, de pivoter l'état du bit 3 sur port A. Bon, dernière petite chose avant de faire une activité, un petit rappel sur les priorités des opérateurs. Donc ici, je vous ai mis un tableau. Vous l'avez peut-être eu en première année. Donc c'est tiré de mes vieilles notes de cours. Donc les priorités 1 à 13, puis les opérateurs. Donc si on regarde première priorité, ben, les opérateurs parenthèses et les espèces de crochets. Ensuite, deuxième opérateur, ben, les incréments, décréments, la négation, puis le complément 1. Ça, c'est d'autres éléments. Donc, ça, c'est intéressant là, justement parce que souvent on utilise le complément, bon, on met des parenthèses, après ça, on met le complément à l'extérieur, parce que après ça, ben, souvent on fait le masque et. Donc, c'est le fun de voir que le complément est beaucoup plus prioritaire que le et. On continue donc, comme ça ici. Troisième priorité, les multiplications, divisions modulo. Quatrième, soustraction, addition. Cinquième, les décalages. Okay. Sixième, ben là, c'est les tests de type plus petit, plus grand ou égal. Ça reste là. Et septième, donc ici, il y a quand même une différence entre les deux priorités. Quoique habituellement, bon, c'est un ou l'autre, mais bon, des fois, il faut faire attention. Là, si on en a plusieurs sur une ligne, il faut savoir que ceux-là qui comparent avec plus petit ou plus grand, qui sont inclus dans le test, vont être prioritaires par rapport aux égaux. Donc, septième priorité, égal, égal ou différent de. Huitième et neuvième XOR et dixième le OU. C'est intéressant de voir, là, ils ne sont pas à égalité, là. Ils ont un ordre. Donc, le et est plus prioritaire que le OU exclusif, qui est plus prioritaire que le OU. Finalement, en 11e priorité, on a les tests logiques et OU. 12e, l'opérateur point d'interrogation. Bon, puis son complément ici qu'on utilise pour séparer la solution vraie de la solution fausse.
Ensuite, dernière, ben, les affectations. Puis là, ben, on aime ça qui ait mis ça en dernier, naturellement, parce que souvent, ben, on regroupe un paquet d'opérations du côté gauche, puis là, on vient affecter notre côté droit, donc c'est l'inverse pour vous, là. Ben, vous comprenez l'idée. Donc, sinon, ben, on se ramasserait à faire des affectations en plein milieu des opérations, ça serait un peu bizarre. Donc, l'affectation, c'est la dernière chose qui est faite. Maintenant, une petite activité. Comme précédemment, je vous invite à la faire et ensuite, je vous donne la solution. Mettez à pause, là. Arrêtez de tricher. Je vais commencer avec, ben, on va mettre la valeur qu'on met dans port A. Donc, on a notre port A, dans laquelle, au départ, on a 0x20. Je fais le premier en haut, naturellement, là. 0x20, je vais le mettre en binaire. Hein. Vu qu'on fait des masques, là, ça va être plus facile, peut-être, de voir comme ça. Et ensuite, j'ai la première opération, ici, avec le point d'exclamation. Donc, ça, c'est le note. Hein. Donc, c'est pas la même chose que le complément 1. Donc, lui, il va inverser l'état logique, pas l'état bêta-bit, donc pas l'état binaire. Donc, port A, actuellement, vaut 0x20, ce qui est l'équivalent de vrai. Si j'inverse son état, il devient faux. Et faux, on sait que c'est 0. Donc, ici, cet ensemble-là, c'est remplacé par 0. 0 qui va être affecté à mon A. Donc, mon port A, il va tomber à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est le genre de petite erreur des fois vous faites, là, vous mélangez les compléments puis les notes, donc faites attention à ça. On recommence par A. Encore une fois, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc l'état de départ. Cette fois-ci, on va faire un masque avec son état actuel. Donc l'état actuel, c'est ça. On fait un masque ou avec 0x12. Donc je vais mettre la valeur de 0x12. 0, 0, 1, 0. Ici, j'ai 0x12. Je fais mon OU binaire. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est ma solution. Donc, la valeur qui est actuellement calculée ici vaut bon, 0x32. Je n'ai pas encore modifié hein, l'état dans mon registre ici. Là, A vaut tout le temps 0x20. Là. Ça n'a pas changé ça. Parce que je n'ai pas encore affecté. Maintenant, je vais affecter une fois que j'ai fait mon calcul de ce côté-là. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu faire ce test-là, bizarrement, et l'envoyer sur par B. Donc, ça n'aurait jamais modifié par A. Donc, la seule affectation, c'est à ce moment-ci. Là, je fais l'affectation, puis là, mon port A va prendre la valeur 0011 0010. Juste à ce moment-là, à partir de l'affectation. On continue. Toujours une fois, port A qui commence à 0010 0000. Cette fois-ci, je fais un et, mais regardez, c'est un double et. Donc ça, c'est un et logique. Le et logique, il compare des vrais et des faux. Port A actuellement vaut 0x20, ce qui est l'équivalent d'un vrai. Et de l'autre côté, j'ai 0x20, encore une fois, et aussi un vrai. Vrai et vrai, ça donne vrai, et vrai, c'est égal à 1. Hein? Donc ici, si ça avait été un et binaire, le A, pas même chose. Là, on aurait fait bit à bit, 0x20, 0x20. Notre réponse, ça aurait été 0x20. Parce que, naturellement, c'est comme un et qui n'aurait rien fait, en fait. Mais non. Là, ce qu'on va faire, c'est envoyer 1. Donc ici, ça va envoyer un 1 dans port A. Donc port A à la fin, ici, il vaut 0,000,0,0,0,1. On continue dans cette autre situation. Donc j'ai mon port A qui part 0,0,1,0,0,0,0. Et là, oh, j'ai plusieurs opérateurs sur une même ligne, pas d'accolade. Bon, lequel qui est le plus prioritaire? Là, il faudrait retourner voir sur la slide précédente. On peut
faire ça sans perdre ce qu'on a fait? Oui. Donc, on a 12 opérateurs qui sont inclus. On a les décalages, priorité 5. Et je pense que j'ai vu un OU, priorité 10. Excellent. Maintenant, puis bon, l'affectation qui est dernière priorité. Je vais juste écrire ici. Donc, ça ici, c'est priorité 5 et priorité 10. Ce qui veut dire que je vais faire cette étape-là et cette étape-là, puis ça sont égales, avant de faire cette étape-là. Donc maintenant, je prends port A, je le décale de 2, donc je vais récupérer l'information que ça va me donner. Donc si je prends port A et je décale de 2, je vais tasser tout ça de 2, je vais m'avancer avec 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est, je vais écrire ici, port A décalé de 2. C'est ça que ça nous donne. 3 décalé de 0, ben ça reste 3. Donc 3 décalé de 0, c'est 3. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et l'opérateur entre les deux, c'est un OU binaire. Donc, je fais un bit à bit là-dessus. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, j'ai fait un OU bit à bit. Ça, c'est le résultat que j'ai maintenant dans le groupe total ici. Et maintenant, je viens affecter tout ça dans port A. À ce moment-là, port A change de valeur pour la valeur qu'on a calculée. Oups, on est rendu là. Et le dernier ici, donc ben là, je manque un peu d'espace, je vais l'écrire ici. Donc, port A. Donc, port A qui vaut 0x20, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et là-dessus, je vais faire un XOR avec 0xFF. Donc, des 1 partout. Et le XOR, on se rappelle, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça fait 1, 1, 1, 1, tout cela. 0, 1, 0, 1, 0, 1, puis là, 1, 1, ça me donne un 0. Donc au fond, un XOR avec FF sur un 8 bits, ben, c'est comme faire un complément 1 finalement. C'est la même chose. Donc ça, c'est la valeur. Et ben, là, elle est réaffectée vers A hein, parce que j'ai un XOR égal. Donc maintenant, mon A, toutes les bits du port A au fond ont changé d'état et ont pris leur inverse. Bon, il fallait le calculer en hexadécimal pour donner la réponse, semblerait-il. Naturellement, ici, j'ai 8 plus 2, 12, plus 1, 13, ce qui me donne D. Et tout des 1, ça me donne F. Pour tester l'état d'un bit, encore une fois, on fait des masques. Donc, dans ce cas-ci, si on voulait tester l'état du bit 3, on fait encore un masque E, mais cette fois-ci, donc tantôt, quand on voulait mettre à 0 avec le masque E, on positionnait un 0 à l'endroit qu'on voulait mettre à 0. Là, on veut juste faire un test. On veut juste savoir quel est l'état de ce bit-là. Donc là, on positionne un 1 pour faire ce test-là. Donc le test qu'on fait, peu importe l'état de pin A, hein, qui nous donne l'état du port A en ce moment, je vais positionner donc le bit 3 à 1 et je fais mon test. Donc le résultat de ça, encore une fois, mais ça me donne au fond des zéros partout, sauf au bit 3 où je vais comme propager l'état de mon bit parce que si mon bit était égal à 0, ben là je me ramasse en bas avec un 0. Donc 0 et 1, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. Donc, je propage l'état que j'avais précédemment. Maintenant, si on regarde au niveau du code de quoi ça a l'air, ici, vous remarquerez une chose. Donc, j'ai pin A sur laquelle je fais un et bit à bit avec un décalé de 3 qui est entre parenthèses. Et ensuite, on met ça entre parenthèses avant de faire le test sur différents de 0. Ben, si jamais on oubliait de mettre les parenthèses, ça change un petit peu les choses. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, par exemple,
on va faire comme les choses doivent être faites. Donc maintenant, je fais pin A et mon masque. Donc je suis en train de tester exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc si bit 3 était à 1, ben, je vais avoir quelque chose de différent de 0. Donc ça dit on. Si mon bit 3 était à 0, ça va me donner 0, hein, parce que toutes les autres se sont mettent à 0 aussi. Ça va me donner faux ici, donc je vais me ramasser avec off. Donc c'est le fun parce que ce petit test-là nous dit on ou off, dépendamment de l'état du bit 3 du port A. Excellent. Qu'est-ce qui arrive si j'oublie les parenthèses? Donc je vous ramène à la diapo sur les opérateurs. Mais on regarde là, l'opérateur différent de, il est à la 7e priorité, alors que le et est à la 8e priorité. Oups! Même chose là, pour les plus grands, plus petits, là, soit dit en passant. Donc là, on a un problème parce que il va faire son différent de avant le et. Donc si par exemple, on va revenir à notre exemple, si j'avais écrit pin A et 1 décalé de 3, différent de 0, tout ça entre parenthèses, voici l'ordre d'opération. Donc ici, j'ai priorité 1. Ici, j'ai priorité 7. Et ici, j'ai priorité 8. Et finalement, tout ça va être évalué à la fin. OK. Donc, priorité 1, j'ai la valeur qui est ici. Donc ça va me calculer ma valeur binaire. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ça, priorité 1 est faite. Donc maintenant, la prochaine priorité, ben, c'est le différent de qui est ici. Donc, priorité 7. C'est ça ici qui va être testé maintenant. Là, il veut tester directement, est-ce que ben, notre 8 est différent de 0? Oui. Donc ça nous donne vrai. Ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 en binaire. Oups! Et là, il va te faire pin A et 1. Ça, c'est le résultat qui va être testé dans la parenthèse. Donc, si on fait pin A et 1, ben, en fait, ce qu'on est en train de tester, c'est l'état du bit 0, pas l'état du bit 3. Oups! Donc, il faut faire très attention parce que, naturellement, ça ne donnera aucune erreur à la compilation. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir un warning pour vous dire qu'il y a une ambiguïté possible dans ce cas-ci, pour vous rappeler de faire attention. Donc là, vous allez chercher longtemps. Voyons, moi j'avais mis mon bouton sur le bit 3, mais ça n'a pas rapport, il ne réagit pas, mais il réagit des fois. Mais naturellement, ça dépend de ce que vous avez mis sur le bit 0. Okay? Donc faites très attention à ça. Là, la priorité des opérateurs peut vous jouer des tours. On fait maintenant une activité, même chose que les autres fois. Vous l'essayez, je vous donne les réponses tout de suite après. Donc faites pause. On part. Donc ici, on a unsigned 8, donc un non signé 8 bits pour la variable A, dans laquelle on met 0x20. Excellent. Donc on va marquer A et on va marquer la valeur. Je vais la mettre en binaire vu qu'on fait des masques. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, on fait un test binaire ici, hein, sur le bit. Ça ici, c'est le bit 5. Donc on fait un test, on va faire placer nos bits. Il fait un test. Ah, ben là, c'est exactement le bon bit. Donc le masque de ça, c'est un et qu'on fait entre les deux. Donc le résultat local de cette opération-là, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ce qui est différent de 0, donc c'est automatiquement vrai, hein, parce qu'ici, il n'y a pas de test, mais c'est comme si on avait écrit ça. Est-ce que c'est différent de 0? Oui, c'est vrai. Il va écrire on. Excellent. Maintenant, dans uint 8, on vient mettre, oups, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça, c'est pas 0. Ça, c'est la valeur ASCII du nombre 0. Ah, puis là, il faut se rappeler la table ASCII. On va se charger une table ASCII pour voir
qu'est-ce que c'est? La valeur du caractère 0, donc ceux qui ne s'en rappellent pas, hexadécimal ici, 0x30 ou 48, c'est l'équivalent de notre caractère 0. Excellent. Donc ça, c'est comme si on avait mis en mémoire 0x30. Ben, ici, dans la mémoire A, j'ai 0x30, donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sur lequel je viens faire encore un bit sur le bit 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Le résultat de mon bit à bit, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Encore une fois, le bit est à on. Excellent. Je viens ici. Bon, je refais le même test cette fois-ci. Donc, dans A, je viens mettre ma valeur 0x30. Le caractère ASCII, hein, je vous rappelle, quand on a les apostrophes comme ça nous remplace la valeur qui est écrite là, au fond, par le code ASCII. 0, 0, 0, 0, donc 0x30, sur lequel, oups, ici, il nous joue un petit tour, il nous met un égal. Donc, ben, ici, c'est une affectation. On met 0 dans A, donc ça devient faux automatiquement, et on va écrire off. On est maintenant rendu aux constantes et les macros. Donc les constantes, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, et les macros, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Donc, on s'entend, c'est difficile de lire puis de modifier des codes qui vont utiliser les chiffres magiques. Donc, on a eu quelques exemples dans les démonstrations. Donc, vous pouvez, puis dans le cours, vous devez, donc je l'ai souligné, c'est obligatoire, utiliser les constantes et les macros. Je ne veux pas de code non lisible. Dans votre cas à vous, ça affecte seulement les codes que vous allez produire à partir de ce cours-ci. Donc, dans les codes futurs, vous allez donc devoir utiliser constantes et macros. Les constantes, vous le faisiez déjà, c'était déjà établi. Les macros, c'est une nouvelle chose, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, par exemple, on avait notre LED sur le port 7 qu'on manipulait. Sans la macro, ce qu'on avait comme code, c'est passer ou égal 1 décalé de 7, par exemple, pour mettre le LED à on. Ça nous force de rajouter un commentaire. Hein. Donc, LED à on, parce que, naturellement, si vous n'avez pas mis de commentaire actuellement dans vos codes précédents, ça va être une erreur, parce que, ben, qu'est-ce que ça fait ça? On ne comprend pas ce que c'est. Donc, on est obligé de le spécifier. On s'était dit, ben, les commentaires, habituellement, si je suis obligé d'en mettre, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc, probablement que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors que si on utilise une macro, on pourrait remplacer ça par du texte, donc LED on avec des petites parenthèses. Ici, la majuscule nous rappelle que c'est une macro, donc ça va faire la différence avec les fonctions. Et la parenthèse, ben, ça va différencier les lettres majuscules soulignées comme ça des constantes. Donc ça va nous permettre de dire ça c'est une action et non pas une valeur numérique qu'on utilise. Donc, les parenthèses ne sont pas obligatoires, quoi qu'on peut passer des paramètres dans les macros, mais bon, c'est pas obligatoire, mais ça nous rappelle la différence entre un et l'autre, et ça sera une erreur si vous oubliez de mettre les parenthèses quand c'est des macros. Quand c'est des constantes, on ne met pas de parenthèses. Donc, dans un fichier d'entête, ce qu'on devrait retrouver, un define, LED on, parenthèse, parser, ou égale 1 décalé de 7. Je vais vous donner un exemple où on aurait fait par exemple une macro avec un paramètre. Donc c'est possible aussi de le faire. On va faire la macro test bit. On se fait not define, la macro en majuscule, test bit. Entre paramètres, on va lui passer, donc dans les parenthèses, premièrement la valeur sur laquelle on veut tester le bit, et ensuite ben, la position du bit. Tout ça, ben, on va faire un petit espace ici, puis écrire. Ben, nous, ce qu'on veut, donc on va se donner des parenthèses juste pour être sûr que tout ça est remplacé et facilement insérable dans n'importe quelle sorte de code. Donc val et 1 décalé de pose
Est-ce que ça, c'est différent de 0? Donc, on sait que ça va nous donner un vrai ou un faux. Hein? Donc, la valeur et un décalé. Et entre les parenthèses ici, ça nous permet de faire ça en priorité. Différent de 0, ça va nous donner vrai ou faux. Tout ça, ben, on peut le remplacer dans n'importe quelle place. Bon, on aurait pu utiliser ça pour faire notre test sur les pins. Donc, par exemple, quand on testait tantôt des pins sur le port A, on aurait pu écrire if test bit. Pin A, virgule, bah, je sais pas, mettons qu'on veut tester le bit 3, c'est pas mal tout le temps lui qu'on allait tester, je crois. Et voilà. Donc, on aurait pu tester et écrire ça comme ça. Puis là, ben, c'est le fun parce que c'est encore lisible, on s'entend. Test bit. Donc, on comprend qu'il va tester le bit 3 de pin A, du registre pin A. Il va nous retourner un vrai ou un faux là-dessus. Avec la méthode où on a passé ou égal 1 est égalé de 7, et là, ça a plusieurs enjeux négatifs. Donc, c'est vraiment pas une bonne façon de procéder parce que, premièrement, là, si on veut faire un changement, par exemple, je décide que, oh non, par C, il y a une fonctionnalité quelconque que je veux utiliser dessus, puis je veux plus l'utiliser, donc je veux utiliser port B, bit 2 à la place. Mais là, je vais devoir trouver toutes les ports C sur lesquels je faisais une modification sur le bit 7 pour changer ça pour port B sur le bit 2. Donc, c'est très agaçant. Je dois parcourir vraiment tout mon code là-dessus. Si j'ai un define dans quelque part, ben, pour le LED on, ben, tout ce que j'ai, c'est à changer mon define. Puis naturellement, le nom que j'utilise partout dans le code, là, ben, lui, il ne change rien. Donc ça, c'est bien. C'est le genre de définition qu'on va mettre tout dans un fichier dans la tête, dans lequel, par exemple, moi, j'appelle souvent ça hardware.h. Puis c'est là-dedans que je vais faire toutes mes définitions qui sont dépendantes du matériel. Ça fait en sorte que si je décide de changer soit le pinout, soit même des fois de microcontrôleur, ben, mes changements sont très limités et surtout sont tous au même endroit, donc dans un fichier ou des fois deux fichiers. Donc c'est vraiment pas beaucoup de changements à faire comparativement à quelqu'un qui aurait écrit des dépendances de ce type-là un peu partout à l'intérieur de son code. Il y a aussi ben, le désavantage, comme on disait, là, que ça prend un commentaire supplémentaire. Tandis que ici, ben, on n'a pas besoin de commentaire. On comprend là, quand la ligne de code est appelée, LED on, on comprend qu'on vient d'allumer le LED. Pas besoin de savoir ce qui était connecté sur passé pour comprendre. Les parenthèses, je vous rappelle, c'est justement un rappel que c'est une macro et non pas une constante qu'on est en train d'appeler, ce qui n'est pas la même chose naturellement au niveau conceptuel. Pour distinguer les deux, on n'oublie pas les parenthèses. Bon, ici, on a un exemple de code qui utilise ou pas et des macros et des constantes. Donc, dans le premier cas en haut, j'ai un test sur lequel je fais un test sur le registre ADC qu'on verra un petit peu plus tard, je crois à l'hiver, sur lequel on teste, ben, est-ce que j'ai dépassé un seuil? Donc, le seuil que je ne connais pas, donc c'est 174. Je teste en ce moment, est-ce que je suis plus petit ou égal à 174? Si oui, j'active le bit 1 sur le port B. Sinon, je désactive le bit 1 si je suis donc pas plus petit et que je suis plus grand ou égal à 221. Donc entre les deux, je ne fais rien. Donc c'est une espèce de zone morte qu'on s'est faite. Bon, c'est plus ou moins clair qu'est-ce que ça fait ça. Il faudra aller voir le hardware pour comprendre ben, qu'est-ce qui était testé. Puis en plus, ici, c'est encore un petit peu plus agaçant parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est relié là, à ADCW en ce moment. Mais bon, on ne sait pas trop ce que fait par B, bit 1 justement là, ici. Avec une macro, ben là, ça devient un petit peu plus clair déjà. Donc, if ADCW plus petit ou égal à that low voltage. Ah, ok. Là, c'est la constante qui est équivalente au niveau bas de notre batterie. Ok. Fait que déjà, ben, je comprends, je suis en train de tester le niveau ADC, donc probablement la valeur lue de ma batterie, de la batterie du système. Et là, ben, ça me dit active le chargeur. Ah, ok. Fait que ce bit-là, ben, finalement, il active le chargeur. Sinon, si la tension de la batterie
est rendu supérieur à un autre niveau, donc le Battery High Voltage, donc la limite haute, mais le chargeur à off. Ah, OK. Donc, si je suis en bas d'un seuil, j'active le chargeur. Si je suis au-dessus d'un seuil, j'arrête le chargeur. Excellent, c'est probablement un code qui serait valable dans une implantation réelle. Ici, on comprend ce qui se passe. Ici, on comprend absolument rien. Donc, il faudrait se fier à plusieurs documents pour essayer de comprendre. On a plusieurs risques. D'abord de faire des erreurs, mais aussi d'oublier des changements si jamais on doit en faire. En conclusion, ben, on a terminé en passant. Donc, on a fait un petit retour sur les conditions, les if, else, les différentes boucles, while, do while, le for. On a revu, en fait, les masques, parce que vous aviez déjà vu ça. On a vu aussi les constantes qu'on avait déjà vues. Et finalement, les macros qui étaient probablement quelque chose de nouveau pour vous. Donc, que maintenant, on va devoir faire partie de vos codes. C'est maintenant tout pour cette vidéo. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.